La 27e saison de l'histoire de la Formule 1 débute au Brésil sur le fameux circuit d'Interlagos. En fait, le Grand Prix d'Argentine a été annulé pour des raisons économiques et politiques. Emerson Fittipaldi, l'idole locale, est bien sûr là, mais surprise, il n'est plus chez McLaren, mais bien chez Copersucar, en quelque sorte l'écurie familiale. Niki Lauda, champion du monde en titre, rempile chez Ferrari aux côtés de Clay Regazzoni. Il y a bien sûr pas mal d'événements qui ont marqué l'intersaison. On aura l'occasion de les détailler tout au long de cette rétrospective qui concerne une des années les plus bizarres qu'ait connue la Formule 1. Chez Tyrrell, le duo Patrick Depailler et Jody Scheckter est reconduit. Mais c'est du côté de la voiture que se trouvera bientôt la nouveauté, et pas n'importe laquelle, avec une future monoplace à 6 roues. Là encore, on en reparlera. En tout cas, les acteurs majeurs du championnat du monde sont là et se préparent en ce 25 janvier 1976 à entamer une nouvelle campagne longue de 10 mois. Du côté des forces françaises, on confie ses impressions avant donc ce premier Grand Prix de l'année. J'ai peut-être encore cette année des chances de gagner le Grand Prix du Brésil. Je pense que si nous rentrons à la fin de ce Grand Prix, on prendra des points, il n'y a pas de problème. De toute façon, ça ira mieux demain, obligatoirement. C'est peut-être aussi moi qui ne suis pas assez en forme, je sais pas. J'espère que j'aurai la chance avec moi cette année. Les essais se sont passés de la façon que nous pensions. Parce qu'il était certain que nous allions peiner ici. Et je crois qu'aujourd'hui, ça devrait mieux aller. Et c'est parti pour 40 tours de ce circuit long de 7 km 960. C'est Jameson sur McLaren où il remplace donc Fittipaldi qui a signé la pole. L'accompagne sur la première ligne Niki Lauda, mais c'est pourtant Clay Regazzoni qui prend les choses en main dès le départ, alors que ce départ justement a été donné au signal lumineux. Hélas pour Regazzoni, une crevaison lente commence à le frapper, réduisant ses efforts à néant. Un trio domine alors ce Grand Prix, Lauda, Hunt et Jean-Pierre Jarier sur Shadow Ford. Le Français réussit à se débarrasser de l'Anglais et fonce vers l'Autrichien. De 8 secondes, l'écart n'est bientôt plus que de 2 secondes en faveur du pilote Ferrari. La foule encourage le magnifique Jarier qui est peut-être en vue de sa première victoire mais qui va être, une fois de plus, malchanceux. James Hunt ayant cassé son moteur suite à une grosse sortie de route, la McLaren a déversé son huile sur la piste. Niki Lauda a pu voir cette dernière, mais pas Jarier qui n'a pu que tirer tout droit. Dommage, 1000 fois dommage pour Jarier qui laisse Lauda gagner ce Grand Prix. L'Autrichien devance un Depailler très opportuniste et Tom Price sur l'autre Shadow monte sur la 3e marche du podium. Direction l'Afrique du Sud pour la 2e manche qui a lieu 6 semaines après la première. Dans les stands, discussion au sommet entre Niki Lauda et Jameson qui de nouveau réalise la pole. On peut penser que les deux hommes seront les 2 pilotes forts de la saison. En tout cas, Hunt n'a pas à regretter son transfert chez McLaren qui n'a pas coûté grand-chose, il faut bien le dire, à l'écurie anglaise et à son sponsor principal qui dans un premier temps avait dû se résoudre à laisser filer Emerson Fittipaldi. Mais autant le Brésilien souffre comme prévu au sein de l'équipe Copersucar, autant Hunt paraît à même de franchir un palier important chez McLaren et pourquoi pas viser le titre. Le départ est donné pour 78 tours. À noter que chez Lotus, les 2 pilotes titulaires, Mario Andretti et Ronnie Peterson, sont carrément remplacés, respectivement par Bob Evans et Gunnar Nilsson, un autre Suédois qui vient de la Formule 3.
Cela étant, les stars ne restent pas sans volant puisqu'Andretti réintègre l'équipe Parnelli et Peterson l'écurie March. Au départ, Lauda a brûlé la politesse à Hunt et c'est le début, autant le dire tout de suite, d'un cavalier seul implacable de l'Autrichien. Ce n'est que derrière la Ferrari que l'on va tenter de s'expliquer. La Ligier, la première voiture bleue depuis les Gordini en 1956, est donc en course avec Jacques Laffite au volant, le début d'une épopée française qui s'étalera sur 20 ans. Problème pour l'une des Lotus, celle de Nilsson qui abandonne au 32e tour suite à des problèmes d'embrayage. Derrière Lauda, seuls les McLaren de Hunt et Jochen Mass parviennent à s'accrocher et encore, Mass est déjà à plus de 40 secondes. Néanmoins, c'est la deuxième victoire. Événement à la fin du mois de mars 1976, voici le premier Grand Prix des États-Unis Ouest, en l'occurrence à Long Beach, là où séjourne le fameux paquebot Queen Mary. Le circuit californien surprend au premier abord. Tracé en ville, dans des couloirs de béton et de grillage, il n'offre qu'une longueur de 3 km 220. Néanmoins, c'est un rendez-vous qui sort de l'ordinaire et qui saura se faire une place de choix dans le calendrier de la Formule 1. Chez Ligier et chez Tyrrell, on aborde donc la troisième manche de la saison avec circonspection. Pour Ligier, c'est compréhensible. La petite équipe française dispute sa première saison et est là pour apprendre. Chez Tyrrell, on se demande si on va pouvoir bien négocier ce nouveau circuit fait d'accélération et de freinage, où les freins c'est logique et les transmissions vont assurément souffrir. La réponse n'est pas négative, puisque Depailler s'adjuge la deuxième place sur la grille, alors que Regazzoni a signé la pole. Trois abandons sont déjà signalés dès le premier tour pour Vittorio Brambilla, Carlos Reutemann et Gunnar Nilsson. On n'est d'ailleurs pas au bout de nos surprises puisque Hans Stuck abandonne dès le deuxième tour et James Hunt au troisième. Mine de rien, c'est peut-être à un tournant de la saison que l'on vient d'assister avec ce retrait de Hunt, le principal challenger semble-t-il de Lauda. Lequel Lauda s'est lui emparé de la deuxième place au détriment de Depailler. On s'achemine sans problème vers un doublé Ferrari avec Depailler sur la troisième marche du podium. Mais derrière, celui qui réussit à bluffer tout le monde, c'est Jacques Laffite. Le Français est déchaîné au volant de sa Ligier, facilement reconnaissable grâce à sa gigantesque prise d'air. La Ligier remonte en effet dans le peloton et c'est finalement la 4e place qui attend la structure française. Les premiers points en championnat du monde pour Ligier et pas les derniers. Mass est 5e, Fittipaldi arrache le point de la 6e place. Au classement général, pas de souci pour Lauda qui consolide son leadership.
L'incroyable nouvelle du Grand Prix d'Espagne, c'est d'abord l'apparition de la Tyrrell P34, la première Formule 1 à posséder 6 roues. Elle est complètement différente, le châssis est complètement nouveau, les trains avant ont été élargis, les réservoirs sont maintenant suffisamment grands pour que la voiture parcourt un Grand Prix, c'est-à-dire 180 litres d'essence. La forme de la boîte à air est différente. L'aileron arrière a été avancé. Le poids total de la voiture est moindre que celui de notre 07. Elle est 30 kg plus légère. Cette voiture a quelques qualités. Et 3 qualités en définitive. Elle est un petit peu plus rapide que notre voiture classique en ligne droite. Elle freine un petit peu mieux dans certaines conditions très difficiles. Et elle a une meilleure motricité en sortie de virage. Et ces 3 qualités ensemble font que la voiture est très légèrement plus rapide que notre ancienne voiture. Ce qui ne veut pas dire plus rapide qu'une Ferrari actuellement. On l'espère, mais ce n'est pas encore prouvé. Une voiture à 6 roues, il faut le répéter pour le croire. Et même Jackie Stewart semble étonné. Les historiens se souviennent pourtant d'une autre voiture de course qui possédait 6 roues, mise au point par l'anglais George Vanderbolt, qui la conduisait aussi en 1937. La Tyrrell est due au coup de crayon de Derek Gardner, qui a recherché le meilleur compromis entre les coefficients de pénétration dans l'air et d'adhérence au sol, autour du concept original d'une voiture dotée de 4 roues directrices de plus petit diamètre, 10 pouces au lieu de 13. La voiture avait été présentée durant l'intersaison, mais n'est alignée que dans la patrie du roi Juan Carlos. Elle prend déjà l'appellation P34-2. La pole est en tout cas une nouvelle fois signée par James Hunt devant Lauda. Les Tyrrell se sont classés 3e et 14e à l'issue des essais, De Paillet semblant tout de suite à l'aise dans sa drôle de nouvelle voiture qu'il est le seul à posséder pour ce Grand Prix. A noter que la Ligier, elle, a aussi évolué et n'arbore plus son bonnet Frigier en forme de prise d'air, à moins que ce ne soit l'inverse. Il faut aussi signaler que Niki Lauda est tout heureux de participer à ce Grand Prix. Il s'est en effet fracturé 2 côtes à la suite d'un accident de tracteur survenu quelques jours plus tôt sur le chantier de sa nouvelle maison près de Salzbourg. Chez Tyrrell, hélas, la fortune n'est pas au rendez-vous. De Paillet sur la 6 roues abandonne au 26e tour, accident, alors que Scheckter doit renoncer sur problème moteur au 54e des 75 tours prévus sur ce circuit de Jarama. Lauda mène 31 tours, mais c'est insuffisant pour résister à la pression de James Hunt qui, lui, va dominer pendant 44 boucles au total. Le Britannique s'impose, faisant la différence en fin de course de plus de 30 secondes par rapport à Lauda, qui s'est bravement battu malgré ses problèmes physiques. Pourtant, la joie sera de courte durée chez McLaren. La largeur de la voiture de Hunt dépasse de 16 mm la limite des 2150 mm autorisés. Après les vérifications techniques, le verdict tombe, Hunt est déclassé. Du coup, tout le monde progresse d'un cran et c'est encore Lauda qui l'emporte. La 5e manche de la saison a lieu en Belgique, sur le circuit de Zolder. Surprise, l'équipe Parnelli, dirigée par l'ancien vainqueur d'Indianapolis, Parnelli Jones, a jeté l'éponge faute de soutien financier. Le ballet des chaises musicales continue et Mario Andretti réintègre l'équipe Lotus aux côtés de Gunnar Nilsson qui a signé le premier podium de sa carrière à Jarama. Aux essais, douche froide pour 2 immenses champions, Emerson Fittipaldi et Jackie Ickx, qui ne parviennent pas à se qualifier. Les Ferrari monopolisent la première ligne, Lauda devant Regazzoni. Ce n'est d'ailleurs que la première pole position de l'Autrichien cette saison, mais ce sera pourtant sa 4e victoire. Hunt profite du départ pour s'intercaler entre les 2 Ferrari, mais cet intermède ne va pas durer très longtemps. Bientôt, Regazzoni est en mesure de récupérer la 2e place, synonyme de nouveau doublé pour la Scuderia.
Celui qui va encore se mettre en évidence s'appelle Jacques Laffite. Parti de l'extérieur de la 3e ligne, le pilote ligier assure le spectacle. 4e en début de course, puis 5e après une touchette avec Hunt. Il termine finalement sur la 3e marche du podium, profitant de l'abandon de 2 Paillets sur problème moteur. Premier podium donc pour Laffite et Ligier, qui ne cessent d'étonner en cette première saison. En revanche, déception pour Hunt qui doit renoncer, trahi par sa boîte de vitesse. Scheckter récupère la 4e place, alors qu'Alan Jones, sur Surtees Ford, se classe 5e. Niki Lauda ne manque pas de supporters et ils peuvent être satisfaits. C'est une nouvelle démonstration de l'Autrichien qui devance Regazzoni de 3,5 secondes et Laffite de plus de 35 secondes. Scheckter est relégué à plus d'1 minute et demie. Le rendez-vous suivant a lieu à Monaco. On va en profiter pour retrouver en caméra embarquée la Tyrrell à 6 roues. Nouvelle chicane à Sainte-Dévote pour ralentir la vitesse des voitures. Pour éviter aux voitures d'aller dans la foule en cas d'accident. Et c'est très bien. Difficile freinage pour le virage de la Rascasse qui est en première. Après la Rascasse, c'est une modification, une nouvelle chicane à l'entrée de la ligne droite qui se prend en première et la ligne droite. Le décor est donc planté et surtout tout se passe bien au départ, à part un petit accrochage entre 2 concurrents à l'arrière du paquet. La première ligne était bien évidemment trustée par les 2 Ferrari, une nouvelle fois Lauda devant Regazzoni. Et ce sera une nouvelle fois un cavalier seul de Lauda qui n'a jamais été aussi souverain. L'Autrichien mène les 78 tours et remporte sa 5e victoire en 6 courses. Au championnat, il possède 48 points sur 54 possibles. Jamais depuis Ascari et Clark, on n'avait vu une telle domination en Formule 1. Toujours très en verve à Monaco, Peterson aurait pu viser la 2e place, mais il doit renoncer sur touchette à la piscine. Hunt renonce aussi au 26e tour.
Regazzoni avait sans doute les moyens d'aller assurer un nouveau doublé pour Ferrari, mais un tout droit après le tunnel le fait tomber à la 4e place avant qu'une touchette à la Rascasse ne l'élimine complètement à 4 tours de l'arrivée. Du coup, les Tyrrell à 6 roues se retrouvent 2e et 3e, ce qui est un excellent résultat pour elles. Deux pilotes allemands entrent ensuite dans les points, Stuck et Maas, Fittipaldi se classant de nouveau 6e. Ferrari va-t-elle remporter une 7e victoire consécutive sur le circuit d'Anderstorp en Suède? Peut-être pas. Pour la première fois cette saison, on sent les adversaires des Rouges en net regain de forme. Ce sont d'abord les Tyrrell qui se mettent en évidence avec la pole position qu'obtient Jody Scheckter. C'est ensuite Lotus qui annonce la couleur noire. Mario Andretti prend le meilleur envol et mène carrément les 45 premiers tours. Andretti n'avait pas participé à Monaco 2 semaines plus tôt pour cause de 500 miles d'Indianapolis. Sa domination en étonne plus d'un et annonce du même coup le retour de Lotus dans les top teams. Malgré tout, l'Américain sera trahi par le moteur de sa voiture après une formidable démonstration. Avec ses virages à rayon constant, réussissant généralement mieux aux voitures à tendance sous-vireuse, la piste d'Anderstorp va alors sourire définitivement aux Tyrrell. Comme devait l'expliquer également Ken Tyrrell, ce circuit est favorable au moteur Cosworth. Les voitures qui en sont équipées prennent les virages en 3e, à un régime où la puissance peut s'exprimer. L'avantage que le moteur Ferrari peut trouver sur d'autres circuits en raison de sa plus large plage d'utilisation n'est pas exploitable ici. Pas de quoi se lamenter tout de même pour Lauda, qui assure l'essentiel en terminant 3e. C'est la 16e fois consécutive qu'il termine dans les points. Mario Andretti renonce donc et c'est un doublé retentissant pour Tyrrell, 2 ans après celui obtenu sur ce même circuit d'Anderstorp. En ce 13 juin 1976, jour historique, c'est la première victoire donc d'une Formule 1 à 6 roues. Jody Scheckter devance Patrick Depailler, Niki Lauda se classe 3e, Jacques Laffite superbe 4e, James Hunt 5e et Regazzoni prend le point de la 6e place. Le Grand Prix de France se déroule sur le circuit Paul Ricard, caméra embarquée en compagnie de Jody Scheckter, en attendant de se retrouver poursuivre ce qui va être un tournant crucial pour cette saison 1976. A tout de suite.
Le Grand Prix de France est la 8e manche du championnat du monde 1976. À ce moment-là, la situation au championnat est la suivante. Lauda est confortablement en tête avec 5 victoires et 52 points. Suivent Scheckter, 23 points, Depailler, 20, Hunt, 17 et Regazzoni, 16. Mais tout va changer dans les heures qui allaient suivre. Comme un signe, c'est d'abord James Hunt qui avait signé la pole de ce Grand Prix de France. Cela n'empêche pas Lauda de prendre le meilleur en vol et de creuser un écart conséquent, presque 1 seconde au tour. Pourtant, dès le 8e tour, c'est la désillusion pour Lauda. Il range sa Ferrari, c'est l'abandon, le moteur a lâché. La même mésaventure frappe Regazzoni 10 tours plus tard. Les Villebrequins n'ont pas résisté au traitement à pleine charge infligé par la ligne droite de 1800 mètres du Mistral. Les 2 Ferrari out, c'est un événement. Cela libère la voie pour James Hunt qui a la possibilité d'aller chercher sa première victoire de l'année en ne comptant pas le Grand Prix d'Espagne où il avait été déclassé. Depailler se classe 2e, John Watson sur Penske Ford 3e. Le lendemain de cette course, le tribunal d'appel de la Fédération internationale décidait de redonner la victoire du Grand Prix d'Espagne à ce même James Hunt. Un coup de théâtre qui modifiait complètement la donne du championnat, puisqu'en moins de 2 jours, Hunt rajoutait 18 points à son total, alors que Lauda devait en retirer 4. Voilà qui forcément rééquilibrait quelque peu les chances des uns et des autres. C'est dans ce contexte que tout le monde débarquait à Brands Hatch pour le Grand Prix le plus confus de l'année. Nous sommes alors le 18 juillet. Disputé en alternance avec Silverstone, c'est à Brands Hatch qu'a lieu la première manche de la 2e demi-saison 76. Lauda ne possède plus que 26 points d'avance sur James Hunt. 2 femmes se sont présentées aux essais, mais ni Mademoiselle Lombardi ni Mademoiselle Gallica n'ont pu se qualifier. Hunt et Lauda se retrouvent en première ligne, mais un monumental chaos va avoir lieu au départ. En fait, ce sont les 2 Ferrari de Lauda et Regazzoni qui se sont légèrement accrochés. Cela a suffi à envoyer Hunt presque en tonneau, Laffite également a été touché. Tandis que Laffite reste sur place, Hunt coupe une voie de sécurité pour rejoindre son stand. Pendant ce temps-là, toujours dans la confusion, la direction de course sort le drapeau rouge. Pourquoi la course est-elle interrompue alors que rien n'obstrue la piste? Mystère. Toujours est-il que la foule réclame la présence de Hunt au départ, alors qu'on lui a dit qu'il n'avait pas le droit de se présenter pour la nouvelle procédure, vu qu'il avait en fait abandonné. Les officiels décident alors de renvoyer tout le monde pour une nouvelle course, en partant du principe que rien n'est arrivé avant ce 2e départ. Bref, personne ne sait plus trop quoi penser, si ce n'est qu'on va avoir droit au fameux duel annoncé entre Lauda et Hunt. Dans un premier temps, Hunt est en sandwich entre les 2 Ferrari. Et puis, méthodiquement, l'Anglais remonte sur l'Autrichien et bientôt le harcèle. Qui plus est, Lauda est aux prises avec des problèmes de boîte de vitesse. Bientôt, il ne résiste plus et doit se résoudre à assurer la 2e place. C'est dans une ambiance indescriptible que James Hunt l'emporte, mais chez Ferrari, Tyrrell et même Copper-Sucar, on dépose une réclamation officielle. Quelques semaines plus tard, la nouvelle tombe, Hunt est effectivement déclassé de sa première place du Grand Prix de Grande-Bretagne. C'est une saison chaotique à laquelle on assiste donc. Pour corser le tout, on arrive alors au Nürburgring, un circuit complètement atypique. C'est un circuit qui est très long et qui est impossible de mettre au standard de sécurité. Ben moi je pense que c'est un circuit dangereux, c'est certain.
c'est un circuit très rapide, très rapide, avec des compressions, des sauts. C'est un circuit qui est très dur pour les pilotes, je crois, et aussi pour les voitures, et on a toujours peur de casser quelque chose. Je trouve que le Nürburgring est un circuit qui appartient maintenant au passé. Des paroles prophétiques qui vont résonner cruellement. Hunt et Lauda se retrouvent une nouvelle fois sur la première ligne. L'Anglais a exactement 35 points de retard au championnat sur l'Autrichien. Au moment du départ, le temps est maussade, la piste humide. Toutes les voitures sont chaussées de pneus pluie, sauf la McLaren de Mass. Lauda s'arrête pour mettre des pneus secs et quelques minutes plus tard, c'est l'accident. Ces images ont fait le tour du monde. Lauda est coincé dans sa voiture en flammes. Le Britannique Edwards l'évite de justesse, mais pas la surtise de l'Américain Brett Langer. C'est grâce notamment à Arturo Merzario que Lauda est sorti de la carcasse de sa Ferrari. Il est transféré par hélicoptère à l'hôpital et va lutter pendant 4 jours pour ne pas mourir. La course a évidemment été arrêtée et un deuxième départ est donné. Une épreuve qui se résumera alors à un cavalier seul de Hunt qui devance finalement Scheckter et son équipier Mass. Pendant ce temps-là, admis en salle de réanimation à l'hôpital de Mannheim, Lauda est sans connaissance, un état qui va durer jusque tard dans la nuit. Puis, 2 jours plus tard, son état empire. L'Autrichien est alors victime d'une grave crise respiratoire. Il faut dire qu'en plus de plusieurs fractures, d'un enfoncement de la cage thoracique, de brûlures sérieuses, c'est l'inhalation de fumée toxique qui était le plus grave. En urgence, un prêtre accourt pour apporter le sacrement de l'extrême onction à Lauda. Mais son état s'améliore légèrement par la suite. 4 jours plus tard, il est officiellement tiré d'affaire. Le classement de ce Grand Prix d'Allemagne de sinistre mémoire: premier James Hunt, deuxième Jody Scheckter, troisième Jochen Mass, quatrième Carlos Pace, cinquième Gunnar Nilsson et sixième Rolf Stommelen. La décision la plus importante du Grand Prix d'Autriche a lieu avant l'épreuve. Ferrari décide de déclarer forfait. Dans ses mémoires, publiés en 1978, Lauda n'est pas tendre avec cette décision. Et même s'il l'attribue plus à un désordre interne à la Scuderia qu'autre chose, il doit convenir, je cite, qu'elle ne profite à personne et encore moins à moi. Car la volonté de l'Autrichien est alors de conserver son titre en cette année 76. C'est en tout cas une bonne occasion pour James Hunt de continuer à refaire une partie de son retard sur celui qui est évidemment absent des circuits pour une durée indéterminée. Hunt qui signe la pole juste devant John Watson sur Penske. Pourtant, Hunt n'allait pas vraiment profiter de l'occasion. L'Anglais, sur ce magnifique circuit de Zeldweg, long de 5 km 911, est handicapé par une McLaren sous-vireuse. Il doit d'abord laisser partir Peterson, qui mène 11 tours, avant que John Watson ne prenne les choses en main. L'Irlandais résistera jusqu'au bout et va donc signer sa première victoire en Grand Prix pour le compte de l'équipe américaine Penske. Ce succès intervient 1 an après le décès de Mark Donohue, survenu aux essais libres sur March Penske. Jacques Laffite est un magnifique 2e et Gunnar Nilsson monte sur la 3e marche du podium. Hunt ne se classe que 4e, il ne marque donc que 3 points. Au championnat, il pointe désormais à 26 longueurs de Lauda.
Le Grand Prix suivant a lieu à Zandvoort pour ce qui est à la fois le Grand Prix de Hollande et le Grand Prix d'Europe. Lauda est évidemment toujours absent. En revanche, Ferrari est de retour, mais avec Regazzoni seulement. Il se murmure néanmoins dans le paddock que Lauda pourrait faire sa rentrée dès le Grand Prix suivant en Italie, ce qui semble proprement impossible. C'est Ronnie Peterson qui signe la pole, mais James Hunt n'est pas loin. Le Suédois profite aussitôt de son avantage et se porte en tête. La domination de Peterson va durer 11 tours. Finalement, le pilote March abandonne au 52e tour sur problème de pression d'huile. Hunt reprend alors le flambeau mais doit lutter âprement pour contenir un John Watson, sans doute galvanisé par sa première victoire en Autriche 2 semaines plus tôt. En fin de course, Watson va tomber en panne de transmission, mais la partie ne sera pas pour autant facile pour Hunt. Il va alors devoir résister au retour de Claire Regazzoni. Finalement, Hunt remplit le contrat que l'on attendait de lui. Il l'emporte devant Regazzoni et Mario Andretti. Les 3 premiers sont groupés en 2 secondes. Sur le podium, Hunt ne peut s'empêcher de fumer une cigarette. Il n'est plus qu'à 14 points de Lauda au championnat. Vendredi 10 septembre, Monza, Italie. Incroyable mais vrai, il est là. C'est Niki Lauda, de retour au volant de sa Ferrari seulement 6 semaines après son terrible accident du Nürburgring. Lauda porte sur son visage les stigmates de ce souvenir qui a failli lui être fatal. Les premiers essais se déroulent sur le mouillé et plus tard, l'Autrichien avouera avoir été terrorisé à l'idée de reprendre la compétition dans ces conditions. Mais il le fera bravement, à l'image de sa volonté de vivre qui avait été la plus forte. Qualifié en 5e position, Lauda devance même ses 2 coéquipiers, Regazzoni et Carlos Reutemann, qui est arrivé dans la Scuderia Ferrari. Ce retour de Lauda, héroïque, éclipse la première pole position dans la carrière de Jacques Laffite. Décidément, la Ligier Matra aura fait des miracles pour sa première saison. Tout aussi important pour une sombre histoire d'indice d'octane du carburant utilisé par McLaren non conforme, Hunt est rétrogradé en dernière ligne. La saison aura décidément été fertile en décisions extrasportives. Scheckter prend l'avantage dès le départ et mène devant Laffite et Depailler. Mais attention à la menace Peterson qui se précise. Le Suédois a toujours été à l'aise à Monza et cela se vérifie une nouvelle fois.
En fait, Scheckter mène les 10 premiers tours et Peterson le reste. Derrière, le public n'a Dieu que pour Niki Lauda. Déjà, l'Autrichien a eu la satisfaction de voir James Hunt renoncer. L'Anglais avait été en mesure de revenir aux alentours de la 12e place, mais son baroud d'honneur ne servait à rien. Une sortie de route mettait fin prématurément à sa course. Lauda met quand même un point d'honneur à figurer le mieux possible. Il rentre dans les points au 14e tour. Au 42e tour, il s'empare de la 5e place en doublant Scheckter. 4 tours plus tard, il passe 4e en dépassant Depailler en but à des problèmes de pression d'essence. Sagement, il décidait alors d'en rester là et arracher une 4e place synonyme d'exemple pour tous les sportifs du monde entier. Regazzoni était certes le premier des pilotes Ferrari à l'arrivée, mais il avait appris la veille des premiers essais qu'il ne serait plus pilote pour la Scuderia l'année prochaine. Le Commendator avait tranché. La lutte pour le titre s'annonce indécise jusqu'au bout entre Lauda et Hunt. Pour ce dernier, tout se présente bien quand même puisqu'il signe la pole devant Ronnie Peterson. Lauda doit se contenter du 6e chrono. Sur ce tracé toujours délicat de Mosport, qu'il faut parcourir à 80 reprises, la menace Peterson pour James Hunt ne va durer que 8 tours avant que l'Anglais ne reprenne les choses en main. A noter que pour ce Grand Prix du Canada, Chris Amon devait effectuer sa rentrée. Le Néo-Zélandais avait été victime quelques mois plus tôt d'un sérieux accident de la circulation en Californie. Hélas, il s'accroche avec Harald Hertel pendant les essais et souffrant d'un tendon au pied gauche, il doit déclarer forfait pour la course. On ne reverra plus Chris Amon en course, de bien triste adieu pour l'un des pilotes comptant parmi les plus doués de sa génération, mais qui ne parvint jamais à remporter un Grand Prix et qui restera comme l'un des plus grands malchanceux de l'histoire de la Formule 1. Du côté des pilotes toujours, Carlos Rothman a été remplacé chez Brabham par l'Australien Larry Perkins pour les 3 derniers Grands Prix. Larry Perkins qui s'illustrera plus tard dans le championnat V8 Supercars, diffusé, devinez par qui, mais oui, par Motors TV. Niki Lauda pour ce Grand Prix du Canada n'est pas récompensé de ses efforts. Il ne termine que 8e et ne marque donc pas de points. Il voit avec amertume Hunt l'emporter devant Depailler et Andretti au volant d'une Lotus qui monte en puissance. Derrière les 3 premiers, on trouve Scheckter 4e, Mass 5e et Regazzoni 6e. Depailler, lui, a bien failli perdre connaissance au volant. J'ai perdu connaissance dans le tour de l'arrivée, j'étais mort. Je respirais de l'essence depuis 40 minutes. Watkins Glen, avant-dernière manche du championnat du monde. Nous sommes le 10 octobre et c'est le Grand Prix des États-Unis Est.
James Hunt signe la pole devant Scheckter qui prend pourtant le meilleur départ. Le duel entre les deux hommes va être de toute beauté. C'est Scheckter qui au final aura le plus mené, 41 tours sur les 59 au programme, mais c'est Hunt qui boucle le plus important en tête, en l'occurrence le dernier. Le Britannique empoche une deuxième victoire consécutive, ce qui signifie qu'il possède 6 points d'avance au championnat avant le dernier rendez-vous au Japon. Lauda ne se classe en effet que 3e de ce Grand Prix des États-Unis-Est et il doit donc quasiment renoncer à empocher le titre. Et pourtant, c'est quelques jours plus tard qu'on apprend le déclassement de Hunt au Grand Prix de Grande-Bretagne. On se souvient que Ferrari notamment avait déposé une réclamation suite à la victoire controversée de l'Anglais chez lui. En fait, c'est l'histoire inverse de celle de Jarama. Hunt est déchu de son succès sur ses terres et c'est donc Lauda qui désormais compte 3 points d'avance à une manche de la fin. À finale du championnat, cadre exceptionnel. Nous voici au Japon, où pour la première fois dans l'histoire va avoir lieu un Grand Prix. Le circuit du Mont Fuji accueille ce rendez-vous, un circuit long de 4 km 359. Pour moi, c'est un circuit qui est très très rapide. Je crois que ça va être un des circuits les plus rapides de la saison. It's very quick, not easy. An interesting circuit because we haven't got one like this. Je suis vraiment relaxé en ce moment, c'est juste... c'est l'atmosphère ici. James Hunt, on l'a vu, est comme à son habitude, décontracté et même relax comme il dit. Il faut dire qu'on les a accueillis au Japon comme des dieux vivants, tous ces pilotes de Formule 1. A noter que des pilotes locaux vont participer à ce Grand Prix du Japon, ce qui rajoute au caractère vraiment unique de l'épreuve, notamment le dénommé Asemi sur Kojima qui se qualifie en 10e position. James Hunt doit donc marquer 4 points de plus que Lauda s'il veut conquérir sa première couronne. Pas facile pour le Britannique, mais paradoxalement, les éléments vont être avec lui. Le dimanche, il pleut sans discontinuer. On discute sans fin pour savoir si la course peut avoir lieu. Finalement, avec près de 2 heures de retard, on lâche les acteurs de ce drame. Andretti est en pôle, avec Hunt à ses côtés. En deuxième ligne, on trouve Lauda et Watson. Hunt prend le meilleur départ et s'échappe. Il bénéficie évidemment de la meilleure visibilité. Mais déjà, le championnat semble joué. Dès le deuxième tour, Lauda rentre au stand et décide de stopper là sa course. L'Autrichien quitte aussitôt le circuit pour prendre le premier avion pour l'Europe. Comme il devait de cette course. Ce n'est qu'à l'aéroport de Tokyo que Lauda apprendra le dénouement de ce drôle de championnat du monde. Pendant que Niki Lauda cherche à rallier l'Europe au plus vite, la course continue. 73 tours sont au programme et Hunt mène les 61 premiers. C'est alors que la pluie s'interrompt, que la piste sèche, tout va être remis en question. Les premiers pilotes s'arrêtent au stand pour changer de gomme. De Paillet va faire de même. Hunt aussi, bien sûr, mais l'Anglais, handicapé par une crevaison lente, ne reprend la piste qu'en 5e position. Cravachant alors comme un forcené, il arrache finalement la 3e place. James Hunt va être champion du monde pour 1 point seulement, 69
contre 68 à Niki Lauda. Mario Andretti remporte ce Grand Prix à nul autre pareil. Le podium est organisé à la nuit tombante. Une dernière image étonnante pour une saison d'anthologie.